Cet épisode fait partie de mon podcast Challenge Estival 2023, un challenge avec un épisode par jour pendant 31 jours où on parle de site internet, de WordPress, d'Elementor, d'entrepreneuriat, mais également d'outils, d'intelligence artificielle et même d'automatisation. Bon, j'espère que tu es prête avec les pieds dans l'eau parce que je vais lancer maintenant le générique. Bonne écoute! Bienvenue dans la Pause Café, le podcast qui aide les indépendantes à comprendre l'entrepreneuriat et le web. Je suis Camille, webmaster sous Elementor et WordPress depuis 2020 et mon job, c'est d'aider les indépendantes comme toi à créer, développer et gérer leur site internet. 2 fois par mois, on se retrouve pour un nouvel épisode. Alors installe-toi confortablement, prends un petit café et je te souhaite une très bonne écoute. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Pause Café. On est à 29 jours du challenge et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui peut potentiellement t'intéresser si tu as créé ou si tu es en train de créer un produit digital, que ce soit des templates, des e-books, des challenges ou encore des formations, que ce soit des produits digitaux payants ou gratuits. On va voir en gros quelles sont les plateformes où tu vas pouvoir héberger facilement ces produits digitaux. Le premier endroit, c'est tout simplement Google Drive. Alors, si tu ne sais pas trop ce que c'est Google Drive, grosso modo, c'est un peu comme une boîte virtuelle où tu vas pouvoir stocker toutes sortes de choses importantes, des photos, des vidéos, des PDF, des documents de Word, où tu vas aussi également pouvoir mettre dedans des PowerPoint, des fichiers comme des tableurs, mais tu vas également pouvoir utiliser les outils de création comme Google Doc, Google Slide ou Google Sheet pour les mettre directement dans ton Drive. Et l'avantage du Drive, c'est que comme c'est envoyé sur des serveurs, c'est accessible partout, que tu sois chez toi, que tu sois, chez une amie, en vacances ou autre. Du moment que tu as Internet, tu y as accès. Et Google Drive est disponible sur mobile, tablette et aussi ordinateur. C'est ce que j'utilise personnellement pour moi, pour le travail. J'ai un Google Drive. Ça me permet également d'enregistrer des sauvegardes des sites internet que je gère via UpDrive sur ce Google Drive que j'ai installé sur mon ordinateur. Et en gros, je vais avoir un dossier comme si c'était un dossier document ou téléchargement. Et puis quand je vais dire voilà, UpDrive, tu envoies les sauvegardes dans ce dossier-là sur le Drive, il va les mettre et ça va se synchroniser avec le dossier dans mon ordinateur et c'est beaucoup plus facile pour moi d'ensuite prendre les fichiers et de les copier-coller sur un disque dur. Donc voilà, j'utilise également Google Drive comme passerelle dans ma famille. On a un PC fixe en bas et sur ce PC fixe, il y a mon compte Drive avec un dossier PC en bas et quand on n'a pas envie de prendre une clé USB, de mettre sur le PC du bas puis ensuite remonter pour aller sur mon PC ou d'envoyer un truc par mail et le récupérer, hop, on le met dans le dossier du Drive et puis quand je vais sur mon ordinateur, j'y ai accès, donc c'est relativement plutôt pratique. Alors, il y a des avantages à utiliser bien sûr Google Drive pour les produits digitaux. Déjà, tu as un stockage gratuit de 15 gigas, ce qui est quand même assez énorme. Tu peux du coup stocker énormément de choses. T'es pas obligé de stocker du pro, tu peux également stocker des photos. Donc voilà, avant d'arriver à 15 gigas, c'est quand même relativement intéressant en termes de stockage. Comparé à Dropbox, parce que j'ai aussi un compte Dropbox, j'avoue que j'utilise Google Drive principalement parce que dans la version gratuite de Google Drive, il y a 15 gigas et Dropbox, il y a beaucoup moins de gigas disponibles. Donc voilà, donc c'est pour ça que je préfère utiliser Google Drive. Le deuxième avantage, c'est tout simplement la facilité d'utilisation
et d'intégration avec d'autres services de Google. Tu peux utiliser Google Docs, tu peux utiliser Google Sheet, donc c'est relativement pratique. Si jamais tu payes pour Google Meet, c'est-à-dire pour pouvoir faire des visios à plusieurs et surtout pour pouvoir enregistrer tes visios, quand tu vas enregistrer tes visios, ils vont automatiquement s'enregistrer dans ton Google Drive. Donc après, si jamais tu veux partager le lien du replay de tes visios à tes clients ou à tes élèves, tu auras juste besoin de cliquer sur la visio dans le Drive et de faire partager sous forme de lien. Et enfin, tu as quand même une grande facilité en dernier avantage à contrôler les liens et les autorisations. Soit tu peux partager des liens de téléchargement avec des personnes spécifiques, c'est-à-dire avec des personnes qui auront donné leur mail Gmail, où tu vas pouvoir dire bah voilà, il peut uniquement lire, il peut commenter, il peut modifier ou il peut être également propriétaire, enfin admin. Mais tu peux également dire bah voilà, ce template là ou cet ebook là, je veux qu'il soit uniquement accessible à ceux qui ont un lien, et tous ceux qui auront le lien pourront télécharger ou regarder du coup ton produit digital. Alors bien sûr, il y a des inconvénients. Bon, la limite de stockage, ça peut être un inconvénient. 15 Go pour certaines personnes. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas vraiment un inconvénient. Je l'ai quand même mis, mais voilà. Depuis que je suis à mon compte, c'est-à-dire depuis 4 ans, j'héberge pas mal de dossiers clients dessus. Et je dois être à 4 parfois 7 gigas, ça dépend. Donc franchement, il y a de quoi faire, mais bon, ça peut être un inconvénient si jamais tu fais pas mal de... si tu as beaucoup de clients, si tu fais pas mal de produits digitaux ou si tu as beaucoup de dossiers par rapport à des formations, c'est vrai que ça peut vite grimper. Google Drive, il y a un énorme inconvénient au niveau des fonctionnalités parce que Google Drive n'est pas fait pour la vente de produits numériques, donc tu vas pas pouvoir automatiser certains processus. Et troisièmement, l'inconvénient pour Google Drive, c'est qu'il est absolument pas conçu pour héberger des formations en ligne. Alors, sur Google Drive, tu me diras du coup qu'est-ce qu'on peut faire en fait. Google Drive, je pense que c'est une très bonne solution quand tu commences ou quand tu n'as pas forcément les moyens ou l'envie de payer une plateforme spécifique pour mettre tes produits digitaux, mais pas n'importe lesquels. Google Drive, je pense que si je devais le réutiliser actuellement pour des produits digitaux, que ce soit Lead Magnet ou pas, je pense que ça serait pour tout ce qui est e-book, pour tout ce qui est visuel. Par exemple, je sais pas, je fais un template de visuel Canva, ou alors je propose des visuels de story à la une par exemple. Ça marchait beaucoup ça en 2020 comme Lead Magnet. Oui, tu peux les mettre sur Google Drive, et encore je trouve ça un petit peu compliqué parce que Google Drive, tu peux pas demander à tout le monde le mail pour pouvoir les ajouter, et si tu as quelqu'un qui prend le lien et qui le partage, n'importe qui finalement pourra avoir accès à ton produit digital, donc c'est un peu dommage. Mais c'est vrai que pendant un moment, quand j'avais toutes mes ressources gratuites, donc le PDF des 30 extensions utiles et pratiques, j'avais également Template Petit Zen, j'avais également des PDF de moodboard et d'images libres de droit. Effectivement, je les hébergeais sur Dropbox et Google Drive parce que c'est gratuit, c'est relativement facile. Il n'y a pas besoin de se casser la tête en choisissant une plateforme A ou B ou etc. Donc pour commencer ou pour partager un petit truc, je pense que Google Drive ou Dropbox, je pense que ça peut faire l'affaire. Deuxième plateforme que tu peux potentiellement utiliser pour héberger ton produit digital, c'est tout simplement Notion. Alors Notion, c'est un peu comme un cahier magique, c'est quelque chose, c'est un outil plutôt, qui est relativement pratique. On a des espaces, on peut créer des pages, dans ces pages on peut créer des textes, on peut créer des tableaux, on peut créer des listes, on peut créer des colonnes, on peut créer des bases de données, on peut lier les bases de données entre elles, on peut faire des formules. Bref, Notion, c'est vraiment un superbe outil. Je l'utilise depuis fin 2021 en version
la première version, enfin la première formule payante à 58, je crois, euros, dollars par an. Je l'utilise aussi bien pour le pro que pour le perso. Franchement, Notion, voilà, je l'utilise tout le temps. C'est un très très bon outil. Attention cependant à pas trop... je veux dire, Notion est adapté, mais... Enfin, est très, très large. On peut faire beaucoup de choses sur Notion. Par contre, voilà, il y a certaines choses pour lesquelles Notion n'est pas encore tout à fait adapté et il le sera peut-être jamais. Mais voilà, Notion, ça peut être pratique pour mettre tes produits digitaux. Alors, je vais te dire... produits digitaux comme les templates, produits digitaux comme des PDF, comme des visuels à télécharger, et tu peux également faire une sorte de challenge ou mettre des formations sur Notion. Ça peut être utile. Donc j'ai fait comme pour Google Drive, hein, j'ai fait 3 avantages et 3 inconvénients. Le premier avantage, c'est tout simplement la facilité avec Notion de créer des pages de vente, des pages d'inscription, des espaces pour les membres. Il est tout à fait possible de faire un site internet avec Notion. C'est possible de faire une page de vente ou une page d'inscription avec Notion et c'est possible aussi de faire un espace membre. Le deuxième avantage, c'est la possibilité d'ajouter des médias, des textes, des listes. Tu peux vraiment faire quelque chose de plutôt assez agréable à lire et assez fluide finalement. Tu peux personnaliser des pages, tu peux mettre des médias comme je te le disais, donc tu peux intégrer des vidéos, soit des vidéos que tu as sur ton ordinateur, soit tu peux intégrer avec un lien les vidéos, tu peux aussi intégrer des PDF, tu peux également intégrer des images, des gifs, tu peux intégrer également des maquettes sous Figma, donc il y a vraiment de quoi faire. Et enfin, le troisième avantage de Notion, c'est que même si tu as Notion en gratuit, tu peux quand même faire des choses plutôt sympathiques. Parce qu'avec Notion en gratuit, je crois que tu peux ajouter par mail, enfin tu peux inviter des gens sur une page en particulier. Je crois que c'est 10 personnes. 15 personnes, entre 10 et 15, mais au-delà de ça, tu as également pas mal de choses que tu peux faire. Tu peux également faire comme Google Drive, c'est-à-dire partager la page, par exemple, de ton challenge, ou alors la page qui présente les templates à télécharger, uniquement avec le lien, c'est-à-dire que voilà, tu vas pouvoir dire bah voilà, cette page-là, tous ceux qui ont le lien pourront y accéder, ils pourront soit dupliquer le template Notion, soit accéder à la page, et tu peux également activer ou non le fait que cette page se retrouve référencée sur les moteurs de recherche, et ça je trouve ça plutôt sympathique. Les inconvénients de Notion, j'en ai deux. En fait, en vrai, je suis en train de voir, j'en ai deux. Le premier inconvénient, c'est qu'il n'y a pas forcément d'intégration native pour les paiements en ligne. Notion n'est pas adapté pour ça, c'est pas une plateforme d'hébergement de produits digitaux à la base, donc il n'a pas de fonctionnalité de paiement intégrée. Donc pour ça, comment tu vas faire pour pallier ça? Alors soit tu as une plateforme de paiement qui peut te servir uniquement une plateforme d'hébergement de produits digitaux qui va te permettre de faire le paiement. Soit sinon tu vas faire un lien de paiement Stripe et tu vas l'ajouter en bas de ta page, achetez-le, et puis quand les gens vont cliquer sur le bouton achetez-le, ils vont être dirigés vers la page de paiement de Stripe. Ça peut être une solution. Dans le cadre d'une page d'inscription, par exemple pour un freebie, pour un lead magnet, tu peux largement intégrer, pareil sous forme de bouton, les formulaires de Sendinblue, MailerLite, etc., directement dans la page Notion. Mais c'est vrai que Notion n'a pas de fonctionnalité de paiement pour le moment. Deuxième inconvénient, et je trouve que c'est un très gros inconvénient à Notion, c'est que en fait on peut faire tellement de choses avec Notion, il y a tellement de possibilités. La seule, on va dire, il y a encore besoin d'autres fonctionnalités. Notion est mis à jour continuellement et se développe plutôt bien et plutôt rapidement, mais il y a une énorme courbe d'apprentissage pour vraiment
savoir utiliser Notion. Il y a toujours moyen d'améliorer ses espaces et ses pages, il y a toujours moyen de trouver d'autres systèmes, d'autres présentations, d'autres apparences visuelles pour ces pages. Et en fait, la seule limite qu'on a, c'est tout simplement la capacité à comprendre Notion pour pouvoir faire la meilleure page possible, le meilleur espace possible, le meilleur endroit possible pour mettre ses produits digitaux. Et je pense que comparé à Google Drive, par exemple, pour un template à télécharger, genre un point zip à télécharger ou un e-book, je pense pas que Notion soit spécialement adapté parce que la courbe d'apprentissage, comme je te le disais, elle est beaucoup trop longue par rapport aux produits digitaux, finalement. Notion, je dirais que pour les challenges ou pour, par exemple, faire une bêta de formation, je trouve que c'est relativement une bonne idée. Qu'est-ce que j'entends par là? Ben voilà, t'as fait une formation, je sais pas, une formation sur comment créer ton entreprise, par exemple. Ben, avant de payer directement pour la bêta une plateforme de formation qui peut être relativement chère, tu peux très bien commencer à faire une sorte de pré-bêta ou de bêta tout court sur Notion en mettant directement les vidéos tournées dans un espace et en ajoutant tout simplement tes bêta-testeurs et tes bêta-testeuses sur cette page comme invité par exemple. Et puis à ce moment-là, au fur et à mesure, tu vois si la formation plaît, ce qu'il y a à modifier. Et au moment du lancement officiel, tu peux migrer du coup tout ce que tu avais mis dans l'espace Notion, dans ton espace Notion sur une plateforme de formation, une plateforme de produits digitaux dédiée. Troisième plateforme, c'est tout simplement Teacheasy. Alors Teacheasy, c'est une plateforme pour me vendre et partager des produits digitaux, en particulier des formations. Et le must de Teacheasy, c'est qu'elle est française. Et ça, c'est quand même un gros point et ça fait plaisir. C'est une plateforme encore assez récente. Je l'ai découvert 2021, 2022. 2021, je l'ai découvert, Teacheasy. Il y avait encore pas beaucoup de fonctionnalités. Voilà, c'était quand même une plateforme de formation en 2021 qui était assez comparé à ce qu'on aurait pu voir par exemple sur Podia, Teachable ou autre, qui était quand même assez à la traîne parce qu'elle venait de se lancer. Mais Teacheasy a quand même bien évolué depuis. On a un système d'affiliation, on a la possibilité de donner des leçons, on a la possibilité de proposer des quiz à la fin de chaque module, on a la possibilité de rajouter des contributeurs aux formations, on a, je crois, la possibilité de mémoire de faire une sorte de forum. Bref, Teacheasy, ça a beaucoup évolué et je trouve ça vraiment pas mal. Alors, il y a des avantages et des inconvénients là aussi. Premier avantage, c'est une plateforme qui offre vraiment une solution complète. Tu as la possibilité du coup de héberger directement tes vidéos, tes cours, que ce soit écrit, que ce soit des PDF, que ce soit des documents à télécharger, mais tu vas également pouvoir vendre. Quand tu vas créer une formation ou un produit sur Teacheasy, certes tu vas pouvoir créer le contenu, l'intérieur, mais tu vas pouvoir aussi définir un prix, définir des modalités de paiement, si on peut payer en 1 fois, 2 fois, 3 fois, donc ça c'est pour la version pro de Teacheasy. Donc voilà, donc il y a vraiment tout est pris en charge. Tu as même la possibilité de faire des mails automatiques, par exemple à chaque fois dès que quelqu'un a fini un module, ça envoie un mail par exemple, ou quand la personne a fini la formation, tu peux programmer un email. Tu n'es pas obligé de passer directement par Teacheasy, tu peux utiliser l'API pour lier Make ou Zapier pour pouvoir faire plein de choses. Tu peux également faire par exemple un tableur Excel avec les gens qui ont acheté ta formation pour pouvoir faire des stats. Donc franchement, c'est relativement bien foutu. Deuxième avantage de Teacheasy, c'est tout simplement que tu peux faire des webinaires et des cours en ligne. Ça, c'est relativement également pratique. Imaginons, tu es dans une formation pareille pour créer ton entreprise et sur un des modules, tu souhaites faire un live sur comment faire sa démarche auprès de l'URSSAF. Tu vas pouvoir faire ce live en direct
depuis Teacheasy, et pour ça c'est très très simple. Quand tu vas ajouter le module vidéo YouTube, tu vas pouvoir mettre le lien vers ton live. Pense quand même à soit mettre ton live en public, c'est-à-dire accessible à tout le monde sur YouTube, soit à mettre ton live YouTube en non répertorié, et il y aura uniquement les gens qui auront le lien qui pourront regarder, et du coup ça permet aux gens de regarder ton live depuis leur espace de formation sur Teacheasy. Alors c'est ce que je fais actuellement sur Notion. Quand je fais un live pour le QG, dans la salle des lives, je mets le lien non répertorié de mon live YouTube, et du coup, les membres peuvent regarder le live depuis Notion. S'ils veulent parler, par exemple, dans le chat du live, il faut par contre qu'ils viennent sur YouTube. Mais je trouve ça plutôt pratique, le fait de pouvoir mettre le lien d'un live et que ça soit pris en compte sur Teacheasy. Les inconvénients. Alors au niveau des inconvénients, je t'avoue que Teacheasy, l'inconvénient pour moi principal, c'est que c'est assez cher. Au début, ça allait parce qu'il y avait très peu de fonctionnalités, c'était le début. Ils ont dû augmenter leurs tarifs et je comprends parfaitement. Cependant, pour un petit ou une petite entrepreneur qui commence par exemple à créer une formation ou qui commence à créer un produit digital, la version pro peut vraiment être très très chère, surtout si c'est pas assez rentabilisé. Au niveau des tarifs, je n'ai plus le chiffre exact. Donc là, je viens d'aller sur le site et par exemple le pack pro, donc tu as le pack découverte qui est gratuit et ensuite tu as le pack pro, il est à 49 € TTC par mois en mensuel, et au niveau de l'annuel c'est 490 € par an, donc c'est pratiquement 500 € par an. Je trouve ça quand même relativement cher. Alors si tu lances ta formation et qu'elle est payante et que tu as des clients et des clientes, oui, ça sera assez rentabilisé. Peut-être que tu vas devoir vendre 1, 2 ou 3 formations pour que ça soit rentabilisé. Si tu cherches une plateforme pour partager des produits digitaux ou partager, je sais pas, une petite formation gratuite qui coûte, je sais pas, on va dire très peu cher, ça risque d'être un petit peu compliqué si tu commences dans l'entrepreneuriat, si tu commences dans le monde de tout simplement les formations et les produits digitaux en ligne, quoi. Donc voilà, et tu as aussi également un pack expert où tu vas pouvoir ajouter des membres d'équipe, faire des espaces de communauté, donc des espaces de groupe illimités. Ils ont également intégré l'intelligence artificielle pour, ça s'appelle Copywriter IA. Ça doit être certainement l'intelligence artificielle pour t'aider à créer tes leçons. Tu as également la possibilité d'avoir un CRM. Bref, tu as beaucoup de choses. Et là, on est sur du 990 € TTC par an pour la formule annuelle. Et pour la formule mensuelle de ce pack expert, on est à 99 € TTC par mois. Donc, en tant qu'entrepreneur qui aurait les moyens, j'irais peut-être plus sur Teacheasy, en particulier parce que c'est français, donc c'est beaucoup plus simple au niveau de tout ce qui est les lois, tout ça. Le support, il est relativement super rapide, mais par contre, je trouve ça quand même relativement cher pour quelqu'un qui commence, quoi, tout simplement. Alors, après, il y a toujours le pack découverte, hein. Ça nous donne 3 formations, 70 apprenants maximum. Par contre, tu as 9% de commission par transaction. Tu peux faire autant de contenu que tu veux, tu as des quiz en illimité, tu peux vendre en illimité, tu as accès à 3 codes promo. Bref, t'as quand même franchement de quoi faire avec la version gratuite de Teacheasy si tu commences. Dernière plateforme pour héberger tes produits digitaux, c'est une de mes plateformes préférées. C'est pas une plateforme que j'utilise à titre personnel parce que je ne vends pas forcément de produits digitaux et que je vois pas l'intérêt pour le moment en tout cas d'investir là-dedans, mais j'ai des clientes qui sont dessus et je gère en fait leur compte. Je parle de Trafcard, notamment avec le module Learn inclus. Alors, Trafcard, c'est un peu comme un couteau suisse. Vraiment, c'est un couteau suisse cet outil.
Tu vas pouvoir vendre des produits digitaux, c'est-à-dire tu vas pouvoir vendre des produits. Ça peut être des produits qui sont sur la plateforme de Travecard ou à l'extérieur de Travecard. Tu vas pouvoir, si tu prends le module Learn, tu vas pouvoir créer des formations. Et dans ces formations, tu vas pouvoir ajouter des textes, des boutons, des images, etc., etc. Attention cependant par rapport à Travecard, si on fait Travecard un peu Teacheasy. Sur Teacheasy, tu as la possibilité de uploader toi-même tes vidéos de ton ordinateur à Teacheasy, même s'ils recommandent de passer par une plateforme. Sur Travecard, ils ne font pas ça, il faut passer par un hébergeur de vidéos. Souvent, la plupart des gens que j'ai déjà vus et chez qui ils sont sur Travecard quand je prends des formations, leurs vidéos sont mises sur Vimeo. Parce que sur Vimeo, quand tu payes l'abonnement, tu peux mettre plein de vidéos, mais tu peux également cacher les boutons et surtout le label comme quoi ça vient de Vimeo, et tu peux interdire le téléchargement, et ça du coup c'est relativement pratique. Mais voilà, genre Travecard, tu peux, si tu veux, par exemple, imaginons tu as des calls découvertes que tu fais payer, tu peux mettre le lien vers une page de paiement pour ton call découverte avec un bonus supplémentaire. Par exemple, peut-être avec ton call découverte, on veut, je sais pas, les replays payants. Et ben, on va cliquer dans la page de paiement, ajouter en bonus les replays payants, et puis ça va se faire tout seul. On peut personnaliser la page de paiement et la page de remerciement. Et surtout, une fois qu'on a payé, si c'est par exemple un call découverte, on peut directement atterrir sur la page d'un Calendly par exemple ou d'un cal.com. On n'est pas obligé, par exemple comme sur Teacheasy, d'avoir une sorte d'espace de formation où on va avoir le lien vers l'agenda finalement. Je sais pas si je suis assez claire. Sur Teacheasy, si tu veux faire ce genre de choses, par exemple vendre par exemple, un call découverte, ben, quand la personne elle va acheter ton call découverte, par exemple, elle va se retrouver avec un espace de formation où potentiellement va y avoir une leçon de bienvenue et une leçon pour chope le lien pour réserver ta place, quoi. Avec Travecard, c'est différent, on n'est pas obligé de faire ça. On peut très bien dire qu'une fois que le paiement est passé, on est redirigé vers un autre endroit. Sur Travecard, on peut également faire des groupes, on peut faire des tags, donc ça c'est relativement pratique. On peut ajouter plusieurs moyens de paiement, PayPal, Stripe, Google Play, Apple Pay. Et depuis très très peu de temps, il y a le système Klarna qui est disponible avec Travecard, où en gros c'est un outil qui te permet de proposer le paiement en plusieurs fois, mais toi en fait tu es payé en une fois. Par exemple, sur une formation à 500 €, si la personne elle prend payé en plusieurs fois avec Klarna, par exemple, toi tu vas recevoir les 500 € le jour même, et en fait la personne elle va être débitée sur 60 jours, donc 250 les prendre de suite, et puis 30 jours plus tard 250. Et donc ça, c'est relativement pratique, ce genre d'outil, parce que toi, ça te permet d'être sûr d'être payé. Et le client, ça lui permet d'avoir plusieurs facilités de paiement, c'est-à-dire d'étaler ses paiements. Donc c'est assez pratique, assez bien foutu, et le fait que ça soit disponible avec Travecard, c'est quand même une bonne chose. Si je devais parler des avantages, quoique je t'en ai déjà un petit peu parlé, c'est une plateforme spécialisée dans les paiements en ligne et la gestion de transactions. Travecard est conçu pour faciliter les paiements en ligne et proposer plusieurs alternatives de paiement. Travecard est relativement bien supporté par la plupart des passerelles de paiement, Stripe, Google Play, etc., etc. Et le gros avantage de Travecard, c'est qu'on peut créer des offres spéciales, c'est-à-dire qu'on peut mettre soit des coupons de réduction, des ventes additionnelles ou des promotions, et on a également la possibilité de faire de l'affiliation via Travecard, et ça c'est relativement bien foutu. Il y a quand même des inconvénients à Travecard, je trouve. Le premier inconvénient de Travecard avec le module Learn, c'est qu'on ne peut pas héberger de vidéos sur Travecard, on est obligé de payer un outil, par exemple Vimeo, ou alors de les héberger sur YouTube en non répertorié, et ça je trouve ça relativement
contraignant. Contraignant. Le deuxième inconvénient de Travecard, c'est qu'il n'est pas donné. Il est vraiment pas donné. Il y en a à peu près pour, on va dire, 600, 700 euros maximum. C'est pas donné, vraiment pas donné. Par contre, c'est à vie. C'est-à-dire que là où sur Teacheasy, Podia, Teachable, System.io, tu vas payer tous les mois ou tous les ans, Travecard, lui, c'est un gros paiement, mais c'est à vie. C'est bien parce que du coup tu payes en une seule fois et t'es tranquille, mais par contre faut savoir le rentabiliser. Si tu achètes pour 700 euros de Travecard mais qu'au final tu fais aucune vente sur tes produits digitaux, ça sert un petit peu à rien et du coup tu perds de l'argent. Pareil, si tu achètes Travecard à vie, il faut aussi prendre conscience que potentiellement ton activité, on sait jamais ce qui peut arriver. Donc potentiellement, je sais pas, dans 10 ans, peut-être que tu feras complètement autre chose, peut-être que tu arrêteras. Donc c'est aussi prendre le risque que Travecard, tu vas pas l'utiliser jusqu'à la fin de tes jours. Mais par contre, tu as un seul paiement. Donc je sais pas si c'est un avantage ou si c'est un inconvénient. Moi, je trouve que c'est un avantage, mais il faut quand même... je pense que pour certaines personnes, c'est un inconvénient. Donc comme j'avais pas assez d'inconvénients, je l'ai glissé là-dedans. Et enfin, l'inconvénient de Travecard, c'est au niveau de la prise en main de Travecard. J'ai très peu trouvé de tutoriels français sur des choses assez techniques de Travecard, comme par exemple comment ajouter un nouveau module de paiement, comment modifier la page de paiement. J'avais besoin également de modifier quelque chose au niveau de l'affiliation, c'est-à-dire de faire en sorte que quand quelqu'un passe par un lien d'affiliation, il reçoit un cadeau en plus de sa vente. J'avais vraiment besoin de tutoriels assez techniques et en fait en français il y en a pratiquement pas. Les seuls potentiellement tutos français que j'ai eu ne sont pas assez complets, ne sont pas assez précis et d'un point de vue en anglais, la plupart des contenus en anglais je n'ai pas trouvé chaussure à mon pied parce que j'ai pas du tout la même chose et des fois c'est vraiment trop technique. Je trouve que même au niveau de la documentation de Travecard, je trouve qu'elle est pas assez complète, elle est pas assez précise et c'est vraiment au tâton quoi. Au début quand je me suis lancée du coup pour une cliente à gérer Travecard, même si j'avais la formation de Geneviève Gauvin par rapport à Travecard avec des vidéos on va dire de base. Il y a certaines choses que je voulais voir vraiment en profondeur et en fait j'étais un peu obligée de tâtonner, c'est-à-dire de tester petit à petit des petites choses pour voir comment ça se goupillait parce qu'en vrai j'ai pas trouvé de contenu, j'ai pas trouvé de bibliothèque, j'ai pas trouvé de tutoriel très précis et j'ai besoin d'avoir des tutoriels très précis sur ce genre d'outils. Donc voilà, si jamais il y a un Français ou une Française qui a envie de faire une formation sur Travecard, n'hésitez pas, lancez-vous parce que je trouve que ça manque cruellement de formations dessus et surtout des formations très pointues, très techniques, pas juste des formations en surface ou des contenus en surface sur comment utiliser Travecard. Voilà, bon, écoute, globalement, pour te faire un petit résumé, une petite conclusion sur ces plateformes pour héberger des produits digitaux, je dirais, on va faire crescendo, que si tu es une personne qui a déjà vendu plusieurs formations, qui a déjà, on va dire, une bonne communauté, qui fait déjà des ventes, où tu as suffisamment d'argent, où tu es déjà bien posé dans le game de l'entrepreneuriat, tu peux essayer d'aller sur Travecard. Je pense que c'est vraiment un très très bon outil pour vendre des produits, pour vendre des formations, pour vendre des ateliers, pour vendre des webinaires, pour vendre tout simplement en ligne. Si jamais tu es petit peu plus petit, c'est-à-dire que tu vends un petit peu de formation, tu as quelques petits clients, mais tu tâtonnes encore un petit peu, je pense que Teacheasy peut faire l'affaire pour toi. Que ce soit Teacheasy en version gratuite ou que ce soit Teacheasy en version pro, je pense que quand tu commences la formation en ligne, quand tu commences le fait de vendre des produits digitaux sur internet, je pense que Teacheasy peut t'aider largement et pour commencer, ça peut être pas mal.
Enfin, si jamais tu si tu n'as jamais vendu vraiment de produits digitaux de type formation, challenge, etc., mais que tu veux essayer, ou alors que tu as un projet de produit digital, mais que c'est encore en mode bêta, tu peux essayer d'utiliser Notion. Notion, c'est gratuit, il y a largement de quoi faire un petit espace plutôt pratique pour tâter le terrain, pour voir si ton idée, elle est bien ou pas. Et à ce moment-là, si elle est bien, tu peux passer sur Teacheasy ou sur une autre plateforme. Et enfin, si jamais tu as un produit digital du style e-book, fichier à télécharger, du style, template Elementor ou autre, ou template Photoshop par exemple, tu peux essayer d'aller sur Google Drive ou Dropbox, mais je le conseille uniquement pour des lignes magnets gratuits, je le conseillerais pas pour quelque chose de payant, c'est pas assez sécurisé, il n'y a pas assez d'options pour le partage et on n'a pas assez de tracking au niveau de quand est-ce que ça a été téléchargé, etc. Donc Google Drive c'est bien, mais uniquement pour des petits produits digitaux et de préférence des produits digitaux gratuits. Si tu commences dans l'entrepreneuriat et que tu fais ton premier lead magnet, je pense que Google Drive, ça peut largement le faire et dépanner en attendant que tu prennes la main et en attendant que ça se développe au fur et à mesure. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Sur ce, je te laisse. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Et on se retrouve demain pour l'épisode 30 du Challenge Podcast Estival. Salut! Tu as aimé cet épisode et tu ne veux pas rater les prochains ? Alors abonne-toi à la pause café sur la plateforme de ton choix. Et si la pause café te plaît, n'hésite pas à me laisser un avis et une note sur Apple Podcast pour le faire découvrir à d'autres entrepreneurs. Si tu n'as pas Apple Podcast, pas de souci, tu peux le partager autour de toi en me mentionnant avec @CamilleDavidP15. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je te dis à la prochaine dans un prochain épisode. Salut!